Tanzanie, les élections présidentielles, législatives et municipales auront lieu le 28 octobre prochain. Après avoir été retenu comme candidat par son parti, le président John Magufuli cherchera à obtenir un deuxième mandat. Au Soudan, le procès de l'ex-président Omar el-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989 s'est ouvert à Khartoum. L'audience qui n'a duré qu'une heure a été reportée au 11 août prochain. Et puis en Égypte, les députés ont approuvé lundi une possible intervention armée en Libye si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l'est du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tanzanie, les élections présidentielles, législatives et municipales auront lieu le 28 octobre prochain. L'annonce a été faite ce mardi par la Commission électorale nationale. Après avoir été retenu comme candidat par son parti, le président sortant John Magufuli cherchera à obtenir un deuxième mandat. La campagne électorale pour les élections générales se déroulera du 26 août au 27 octobre en Tanzanie. Le président John Magufuli cherchera à maintenir un deuxième mandat après avoir été retenu comme candidat par son parti, le CCM, au début du mois de juillet. Élu en octobre 2015, le président a été accusé d'avoir favorisé au cours de son premier mandat la restriction des libertés publiques, d'avoir fait preuve d'autoritarisme et minimisé la dangerosité du nouveau coronavirus dans ce pays d'Afrique de l'Est. La Tanzanie n'a plus publié de chiffres officiels concernant le Covid-19 depuis le 29 avril et, contrairement à ses voisins, n'a pris aucune mesure particulière pour combattre le virus. Lundi, le président Magufuli a une nouvelle fois affirmé que le pays n'avait aucun patient atteint du coronavirus et appelé les touristes étrangers à s'y rendre. Depuis sa prise de fonction, le chef de l'État s'est attaqué à la corruption, mais au prix d'une gouvernance autoritaire qui lui a valu d'être accusé de violer les droits de l'homme. Les partis d'opposition ont appelé à la formation d'une commission électorale indépendante tout en indiquant qu'ils n'appelleraient pas à boycotter le scrutin, contrairement à ce qu'ils avaient fait l'année dernière lors des élections locales. La semaine passée, l'ancien chef de la diplomatie tanzanienne Bernard Membe a quitté le CCM pour rejoindre un autre parti d'opposition dont il cherchera à obtenir l'investiture pour la présidentielle. Au Mali, le mouvement de contestation va observer une trêve à l'approche de la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha et d'une mission de médiation de 4 présidents d'Afrique de l'Ouest. L'information émane de Noum Sarr, l'un des dirigeants du mouvement de contestation. Voici les détails. Le comité stratégique du mouvement du 5 juin a décidé d'observer une trêve au sujet de la désobéissance civile. C'est pour permettre aux Maliens de bien préparer et de célébrer la Tabaski, nom donné en Afrique de l'Ouest à la fête du sacrifice qui sera observée à la fin du mois de juillet, a déclaré Noum Sarr, l'un des dirigeants du mouvement de contestation. Pendant cette période, il n'y aura pas de manifestation et comme vous le savez aussi, nous nous apprêtons à recevoir les chefs d'État, a-t-il ajouté. Ce signe d'apaisement ne signifie toutefois pas un adoucissement des revendications du mouvement du 5 juin. Cette trêve intervient alors que les présidents de 4 pays d'Afrique de l'Ouest se rendront jeudi prochain à Bamako pour des pourparlers en vue de trouver une issue à la crise sociopolitique que traverse le Mali. Mahamadou Issoufou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal et Nana Akufo-Addo du Ghana sont attendus jeudi dans la capitale du Mali, a déclaré un responsable de la présidence malienne sous couvert de l'anonymat. Une source présidentielle à Abidjan a d'ailleurs confirmé la présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Les 3 autres capitales n'avaient pas encore officialisé le déplacement de leur président ce lundi en fin d'après-midi. Cette annonce intervient également au lendemain du départ de Bamako d'une mission de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, conduite par l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, qui n'a pas permis d'aboutir à une solution de consensus.
Au Soudan, le procès de l'ex-président Omar el-Béchir et 27 autres personnes accusées d'avoir pris le pouvoir par un coup d'État en 1989 s'est ouvert à Khartoum. L'audience, qui n'a duré qu'une heure de temps, a été reportée au 11 août prochain. Omar el-Béchir risque la peine de mort pour ce coup d'État contre le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi. Voici les images. La salle du tribunal n'est pas assez grande pour accueillir tous les avocats de la défense qui sont 191. Nous devons prendre des mesures pour permettre l'accueil de tous les avocats. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'ajourner l'audience au 11 août, a affirmé le président du tribunal. Ce tribunal va écouter chacun d'entre eux et nous allons donner à chacun des 28 accusés la possibilité de se défendre, avait-il déclaré en début de séance. Sur une banderole au-dessus des juges figure une sourate du Coran. Si vous jugez les gens, faites-le avec justice. Omar el-Béchir et plusieurs des accusés risquent la peine de mort pour avoir renversé le gouvernement démocratiquement élu du Premier ministre Sadek Al-Mahdi il y a 31 ans. 3 juges sont chargés de mener ce procès inédit dans le monde arabe où jamais l'auteur d'un putsch réussi n'avait été jugé dans l'histoire récente. Omar el-Béchir et les accusés ont comparu dans des cages. Parmi eux figurent des militaires et des civils, parmi lesquels ses anciens vice-présidents Ali Osman Taha et le général Bakri Hassan Saleh. Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises pour éviter tout incident. Les familles des accusés venus en nombre ont crié à l'arrivée des fourgons cellulaires Allah Akbar. Cependant, il y aura un grand absent à ce procès, le cerveau du coup, l'islamiste Hassan Tourabi. Ce dernier, qui a longtemps été le mentor de Béchir, est mort en 2016. En Égypte, les députés ont approuvé lundi une possible intervention armée en Libye. Le Caire pourrait donc apporter un soutien armé à son allié Khalifa Haftar si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l'est du pays. La Chambre a approuvé à l'unanimité l'envoi d'éléments de l'armée égyptienne dans des missions de combat hors des frontières de l'État égyptien pour défendre la sécurité nationale égyptienne, selon un communiqué du Parlement. Si le Parlement ne cite pas le nom de la Libye dans son communiqué, les débats, eux, portaient bien sur ce pays voisin. Le vote qui s'est tenu à huis clos intervient quelques jours après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi eut déclaré que l'Égypte ne resterait pas inerte dans le conflit libyen face à une menace directe sur sa sécurité nationale. La Libye, qui dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique, est déchirée par une lutte d'influence entre deux pouvoirs rivaux. Le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU est basé à Tripoli et le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'Est et une partie du Sud. Le premier est soutenu par la Turquie qui a des militaires sur place et le second par l'Égypte voisine, les Émirats arabes unis et la Russie. Aux antipodes sur la question libyenne, l'Égypte et la Turquie entretiennent des relations tendues depuis la destitution en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, soutenu par Ankara. L'Égypte avait déjà averti en juin que toute avancée des forces du gouvernement d'union nationale vers l'Est pourrait déclencher une intervention militaire égyptienne. Tripoli, qui a porté ses efforts en direction de la ville stratégique de Sirte, sous contrôle du maréchal Haftar, a qualifié la position égyptienne de déclaration de guerre. Or, le Caire considère Sirte, qui ouvre l'accès aux gisements pétroliers libyens, comme une ligne rouge. Au Malawi, des braconniers écopent de lourdes peines. Selon le département malawite de la faune sauvage, ces braconniers opéraient depuis au moins une décennie dans leur territoire. Des précisions à travers ces images. 7 ressortissants chinois et 2 complices africains reconnus coupables de trafic de défense d'éléphants, de cornes de rhinocéros et d'écailles de pangolin ont été condamnés ce lundi à des peines de prison allant de 18 mois à 11 ans. Membres d'une organisation criminelle impliquée dans le trafic d'espèces protégées, les 9 condamnés avaient été arrêtés en 2019 à la suite d'une action coordonnée de la police et du département de la faune sauvage rattaché au ministère malawite des ressources naturelles. Arrêté l'année dernière donc à la suite d'une traque qui a duré 3 mois, le cerveau de la bande a été condamné ce lundi à 11 ans de prison pour possession illégale d'une corne de rhinocéros
et d'une arme. Son épouse d'origine chinoise a également écopé de la même peine. 2 autres de ses compatriotes ont été condamnés à 7 ans de prison chacun pour possession illégale de cornes de rhinocéros et 3 autres à 6 ans pour possession illégale d'écailles de pangolin et d'ivoire travaillé. Les 2 ressortissants du Malawi, leurs complices, eux, ont écopé chacun d'une peine de prison de 18 mois de prison pour possession illégale d'ivoire gravé et de dents d'hippopotame. Pour le directeur du département de la faune sauvage, les condamnations prononcées ce lundi par le tribunal de Lilongwe représentent une victoire pour le Malawi qui ne sera plus considéré comme un terrain de jeu pour des criminels de ce genre. Selon le département malawite de la faune sauvage, ces braconniers opéraient depuis au moins une décennie sur leur territoire. Hors du continent africain, il aura fallu 4 jours et 4 nuits et de multiples prises de bec, mais les 27 dirigeants européens ont finalement trouvé un accord sur un plan historique destiné à soutenir leur économie frappée par la crise du coronavirus. Un plan basé pour la première fois sur une dette commune. Le président français Emmanuel Macron parle d'un jour historique pour l'Europe. Reportage. Au terme d'une bataille acharnée entre les pays dits frugaux et le couple franco-allemand, un compromis a finalement été conclu lors d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne débuté vendredi dernier. Pour soutenir l'économie européenne qui affronte une récession historique, le plan prévoit un fonds de 750 milliards d'euros qui pourront être empruntés par la Commission sur les marchés. Il se décompose en 390 milliards de subventions qui seront allouées aux États les plus frappés par la pandémie de coronavirus. Ce sera la dette commune à rembourser par les 27 États. Cette émission de dette commune, une première, repose sur une proposition franco-allemande qui suscitait une farouche opposition de la part des pays dits frugaux que sont les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède, rejoints par la Finlande. Pour Emmanuel Macron, il s'agit d'un jour historique pour l'Europe. Car je crois que nous avons aujourd'hui, avec ce sommet, vous l'avez dit, non seulement été l'un des sommets les plus longs de l'histoire, peut-être le plus long, ce qui est un succès d'autant plus important après plusieurs mois où nous ne nous sommes pas réunis physiquement, mais surtout et avant toute chose, un sommet dont les conclusions sont véritablement historiques. Cette longue négociation a été marquée par des difficultés, parfois des oppositions, des conceptions différentes de l'Europe. Mais je me félicite qu'avec la chancelière, nous ayons toujours été du côté de l'ambition et de la coopération. Outre ces subventions, 360